Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire et cette fois-ci avec l'excellent Maxence Cordier qui viendra nous parler de la situation énergétique en Europe. Je me présente rapidement, je suis Julia Cantel, membre de l'association Women in Nuclear et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je vous partage mon écran. Alors, nous avons l'honneur de recevoir Maxence Cordier, qui est spécialiste des questions liées à l'énergie et au climat et qui est auteur du livre Énergie chez Tana Éditions dans la collection Fake or Not, livre extrêmement bien fait pour comprendre les enjeux de la transition énergétique et j'y reviendrai à la fin. Ce webinaire vous est proposé par l'association Women in Nuclear France avec l'aide de la Société française d'énergie nucléaire Sven Jeune Génération que je remercie beaucoup. Juste quelques mots sur l'association Women in Nuclear France. C'est une association qui vise à encourager les femmes à s'orienter vers des professions scientifiques et plus particulièrement vers le domaine du nucléaire. WIN France est membre fondateur du réseau international WIN Global qui regroupe environ 25 000 personnes. Et récemment, WIN France vient d'initier la création de WIN Europe. Donc, comme vous pouvez le voir, WIN France est une association extrêmement active. Vous pouvez nous rejoindre. Je voulais dire que ce n'est pas uniquement dédié aux femmes. Messieurs, nous avons besoin de vous. Ce webinaire est interactif. Nous allons vous poser des questions tout au long du webinaire auxquelles vous allez répondre. Et pour cela, nous allons utiliser un outil qui est formidable, qui est l'outil Klaxoon. Alors, il y a deux moyens d'accès. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone portable avec l'application. Et Jean-François, vous allez mettre dans le chat le code Klaxoon. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent et qui ont l'application sur téléphone portable. Par contre, pour ceux qui n'ont pas, c'est très simple. Dans la barre de chat, vous allez ouvrir un deuxième onglet. En fait, vous allez cliquer sur un lien que Jean-François vient de vous envoyer. Vous allez arriver sur une deuxième page. Et là, c'est tout simple, vous rentrez un pseudonyme. Normalement, vous devriez rentrer. Alors, moi, je n'ai pas la vue de chat. Jean-François, je veux bien que vous confirmiez s'il y a des problèmes de connexion. Alors, ouais, je regarde parce que j'ai un participant qui m'indique qu'il n'est pas certain de pouvoir envoyer dans le chat à tout le monde. Donc, je ne sais pas, Larissa, juste si on peut aussi double-checker que l'option est bien activée. Et en attendant, je mets les liens effectivement pour se connecter soit directement à Klaxoon. Je pense que c'est bon. On est bon. Donc, Voilà. pour tous ceux qui viennent de se connecter, cliquez sur le lien qui est dans le chat pour interagir avec nous. Vous allez arriver dans l'interaction Klaxoon. Vous rentrez juste un pseudonyme et normalement, c'est parti. Je vais lancer la première activité pour voir si ça marche. Donc, sur vos téléphones portables ou sur votre deuxième onglet, vous allez avoir une activité. Et la question est très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est quelle est votre situation? Vous êtes retraité du domaine de l'énergie, retraité d'un autre domaine que l'énergie, en activité dans le domaine de l'énergie ou dans un autre domaine, vous êtes étudiant ou autre. Allez-y, répondez. Comme ça, je vais voir le nombre à peu près de connexions aussi. J'ai 27 participants, 28 connexions. C'est bon, ça arrive. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cliquez sur le lien en commentaire pour vous connecter à Klaxoon. Oui, ça arrive de plus en plus, donc c'est bon, ça a marché. Je le rappellerai juste après. Allez, je clôture, je regarde les résultats. Alors, la moitié des participants, à savoir qu'il y a 30 personnes qui viennent de répondre, non, 22, en activité dans le domaine de l'énergie, ensuite en activité dans un autre domaine de l'énergie, nous avons des étudiants, des retraités. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je vais répéter quand ça arrivera pour les nouveaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? C'est très simple. Au programme, 4 thèmes sur la situation énergétique en Europe. Donc, 4 thèmes avant la crise en Ukraine, avec la crise en Ukraine, à court terme, c'est-à-dire d'ici 1 à 2 ans, et quelle pourrait être la situation énergétique en Europe à plus long terme. Pour chacun des thèmes, nous allons vous poser une question en introduction du thème. Ensuite, Maxence Cordier prendra la parole pour environ 5 minutes. Et ensuite, côté public, vous aurez 5 minutes de questions également auxquelles Maxence pourra répondre. Pour les questions, c'est très simple. Vous allez poser vos questions tout au long du chat, tout au long du webinaire via le chat Zoom, donc la barre de messages. Et les questions seront remontées par l'excellent duo de modérateurs Larissa Loudem et Jean-François Cantel.
Allez, c'est parti. Premier thème, situation énergétique en Europe avant la crise en Ukraine. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, s'il vous plaît, cliquez sur le lien Klaxoon dans la barre de chat pour interagir avec nous. Je lance la première question. Alors, la question est la suivante. Regardez sur votre deuxième onglet. La crise énergétique a-t-elle été déclenchée par l'invasion de l'Ukraine? Donc oui, ou alors la crise en Ukraine a amplifié la crise énergétique sous-entendue déjà sous-jacente? Non, ou vous n'avez aucune idée. Allez-y. Je vous laisse quelques secondes. Je clôture d'ici 5 secondes, alors répondez. Je vois quasiment 40 connexions Klaxoon et que 12 personnes restantes. Allez-y. Allez, je clôture. Il faut être rapide. Hein. Alors, 97%, la crise en Ukraine a amplifié la crise énergétique déjà présente. Très bien. Et donc, là, je vais laisser la parole à Maxence Cordier. C'est parti pour 5 minutes, Maxence. Merci beaucoup, Julia. Merci Jean-François et Larissa pour cette introduction. Je suis ravi d'être là. En fait, vous avez quasiment tous raison. La crise en Ukraine a accéléré la crise énergétique, mais en fait, les sous-jacents étaient déjà là avant. Alors, la crise qui nous affecte actuellement et qui touche le gaz et l'électricité est à l'origine d'une crise du gaz. Et sur le gaz, la situation a commencé, en fait, il y a un certain temps. Les extractions gazières européennes sont en déclin depuis une vingtaine d'années. En fait, ce déclin, c'est surtout le déclin des extractions en mer du Nord, donc les extractions britanniques. Et depuis 2017, les déclins aussi des extractions norvégiennes, la Norvège étant le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie. Donc, ça veut dire que structurellement, l'Union européenne est d'année en année de plus en plus dépendante de la Russie et de plus en plus dépendante d'importations de gaz depuis des pays plus éloignés via le GNL. Le GNL, c'est du gaz naturel liquéfié qu'on peut importer par navire. Le problème de la Russie, c'est qu'on a des intérêts géostratégiques qui ne sont pas toujours convergents, comme on peut le voir actuellement. Donc, ça donne un levier à la Russie pour faire pression sur l'Europe. Et le GNL, on est en compétition notamment avec la Chine qui a des besoins en gaz qui augmentent très fortement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à la fin de l'année dernière, la Chine drainait le marché du GNL. On avait bien du mal à faire venir des navires parce que la Chine était prête à payer plus cher. Et donc, c'est elle qui captait l'essentiel du marché du GNL. Et donc, c'est cette situation qui a entraîné une dépendance croissante de l'Europe à la Russie et aux importations de GNL, en même temps que la Russie elle-même travaillait à réduire sa dépendance à l'Europe, qui nous amène aujourd'hui dans cette situation. Qui se concrétise via la guerre en Ukraine. Merci. Merci Maxence. Larissa, je vous laisse la parole pour 5 minutes de questions. Merci Julia. Alors, je ne sais pas, est-ce que les participants ont envoyé leurs questions dans le chat, parce que je n'y ai pas accès. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et encore une fois, sélectionnez bien répondre à tout le monde. Parce que sinon, on ne sera pas capable en fait, de voir vos questions et du coup de les poser. Ce serait dommage. Eh bien, ce que je propose, le temps que ça se mette un peu en route, on passe au deuxième thème et on prendra peut-être un tout petit peu plus de questions sur le deuxième thème. Ça vous va? Allez, c'est parti. On va faire le deuxième thème. Je vais vous repartager mon écran. Hop. Alors, deuxième thème. Juste un petit mot parce qu'on vient d'avoir beaucoup de connexions en ce moment. Pour tous les nouveaux arrivants, cliquez dans la barre de chat. Vous allez voir, il y a un lien pour arriver sur l'interface Klaxoon. Rentrez un pseudonyme et rentrez avec nous dans l'interface. Comme ça, vous pourrez interagir. Donc, c'est parti pour le deuxième thème, situation énergétique en Europe avec la crise en Ukraine. Je vais vous lancer une question. Donc, regardez sur vos téléphones portables ou sur votre deuxième onglet Klaxoon. Pensez-vous que la crise énergétique actuelle soit une crise passagère de quelques mois, une crise moyenne, moyen terme, quelques années, ou alors vous pensez que c'est une situation durable et nous n'aurons plus jamais de retour à la normale? Allez-y, faites vos choix. Clôture dans 5 secondes.
Super. Je vois 47 connexions Klaxoon. Pour ceux qui ne sont pas connectés à Klaxoon, s'il vous plaît, cliquez sur le lien dans la barre de chat pour entrer dans l'interface avec nous. Allez, on regarde. 83% pensent que c'est une situation durable et qu'il n'y aura pas de retour à la normale. On a quand même 15% de personnes qui pensent que la crise moyen terme, ce sera une crise moyen terme, quelques années, et crise passagère, quelques mois, peut-être une personne, si on compte en nombre de personnes. Merci d'avoir interagi. Et du coup, je vais laisser la parole à Maxence pour 5 minutes. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans la barre de chat, qu'on puisse les remonter à Maxence. C'est parti, Maxence. Oui, alors il y a un petit peu de vrai dans chacune des réponses, même si la réponse la plus probable, en fait, c'est que ce soit une crise durable. En fait, la crise a vraiment commencé à s'accélérer en 2020. 2020, avec le Covid, la consommation gazière européenne diminue, donc la Russie diminue ses exportations. Jusque-là, tout est normal. À l'été 2021, l'économie commence à reprendre, l'Europe a besoin de plus de gaz, demande du gaz à la Russie, et là, la Russie botte en touche. Alors, il y avait plein d'articles à cette époque-là. La Russie disait qu'elle avait besoin déjà de reconstituer ses stocks, elle n'arrivait pas à augmenter ses extractions. Enfin, il y avait tout un tas de bonnes excuses qui étaient avancées par la Russie pour ne pas envoyer plus de gaz à l'Europe. La Russie a d'ailleurs, au fur et à mesure que la situation en Ukraine se tendait, encore réduit ses exportations de gaz à destination de l'Europe fin 2021. Et en parallèle, à l'été 2020, la Russie, qui exploite un certain nombre de stocks de gaz en Europe, notamment en Allemagne et je crois que c'est au Danemark, mais il faudrait que je vérifie, via l'intermédiaire de Gazprom, n'avait pas rempli ses stocks à l'été 2021. Donc, c'est-à-dire que la Russie, dès 2021, commençait à préparer les tensions sur le gaz en Europe. Là où on peut se dire que la situation… alors, d'un côté, il y a effectivement une partie de la situation qui est peut-être conjoncturelle. Admettons, par exemple, qu'il y a un changement de gouvernement en Russie ou qu'un accord de cessez-le-feu soit trouvé dans quelques mois ou 1 ou 2 ans. La situation se détendra un petit peu, a priori, potentiellement rapidement. Par contre, la situation de fond, qui est que l'Europe reste de plus en plus dépendante de la Russie et la Russie travaille à réduire sa dépendance à l'Europe, reste. Donc, en fait, la crise qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire un gaz qui est plus cher que ce qu'on a connu dans les 10 dernières années, dans un marché qui était bien approvisionné, notamment du fait du boom du gaz de schiste américain, est probablement fini. Et il faut s'attendre dans les prochaines années à avoir un prix du gaz qui sera plus élevé que ce qu'on a connu dans les années passées. Merci Maxence. Jean-François, je vous laisse la parole pour remonter les questions de la barre de chat, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Alors, on a reçu effectivement là, pas mal de questions, ça y est. Du coup, il y a une première question qui concerne les décisions politiques. Et en fait, la question, c'est de savoir est-ce que les dirigeants prennent en compte le déclin qui a été évoqué sur les extractions pétrolières, où effectivement, on pense que peut-être le pic a même été déjà atteint. Ça dépend des dirigeants. Et certains en sont conscients. Par exemple, le Royaume-Uni, qui est un pays historiquement exportateur d'hydrocarbures, qui est en déclin sur ses extractions pétrolières et gazières depuis 15-20 ans, a vraiment conscience de ça. Et Boris Johnson, qui vient de démissionner d'ailleurs, qui n'était pas un grand écologiste, je pense, avait une politique répétée assez régulièrement qu'il fallait réduire la consommation d'hydrocarbures. Et à mon sens, c'était pas, même si ça pouvait lui arriver de dire que c'était pour le climat, à mon sens, c'était pas ça le déterminant principal, c'est qu'il voyait que son pays dépendait de plus en plus d'hydrocarbures importés dans un contexte où l'approvisionnement de ces hydrocarbures est de plus en plus incertain. Et donc, il sentait cette fragilité qui s'installait. Dans des pays historiquement consommateurs comme la France, alors la France, au maximum de notre production de gaz, donc c'était dans les années 60 avec le gisement de Lacq, on a produit 30% de ce qu'on consommait, mais c'était il y a longtemps et c'était pas grand-chose. Donc ça fait longtemps qu'on est complètement importateur pour le gaz et le pétrole et on est d'une certaine manière un peu anesthésié vis-à-vis de ça et ce sont pas forcément des choses qu'on regarde suffisamment. Une fois qu'on a dit ça,
la situation actuelle entraîne des investissements dans l'extraction gazière en Europe. Donc, on peut s'attendre potentiellement à une stabilisation du déclin des extractions jusqu'à la fin de la décennie, c'est-à-dire à peu près 2030. Mais après, le déclin reprendra parce que de toute façon, la mer du Nord est en déclin final. Donc, on peut, via des investissements dans les hydrocarbures, ralentir un peu le problème. C'est a priori ce qui va être fait, mais de toute façon, on est sur cette tendance-là et il va falloir que l'ensemble des pays européens en prennent conscience rapidement et comprennent que la réponse à cette crise-là ne viendra pas d'investissement dans les hydrocarbures, mais vraiment de notre sevrage des hydrocarbures. Et c'est là tout l'enjeu. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. On a une deuxième question là, qui concerne les prix de l'énergie. Et donc, la question est de savoir si il y a un aspect lié à la spéculation, en fait, ou comment si j'interprète correctement la question, on a finalement une offre qui se raréfie puisqu'on choisit, suite à la crise en Ukraine, de moins dépendre de la Russie, de moins acheter des fossiles côté Russie. Donc ça, mécaniquement, ça conduit à une augmentation des prix des fossiles au global. Mais est-ce que il n'y a pas un petit peu aussi de spéculation de la part des autres pays producteurs pour essayer aussi de vendre un peu plus cher, justement, de tirer parti, ce serait malheureux, mais de la situation pour vendre plus cher les fossiles? Si, bien sûr, il y a de la spéculation. Le prix du pétrole, c'est quelque chose qui se forme de manière très complexe et c'est pour ça que c'est aussi difficile, pour ne pas dire impossible à prévoir. C'est que, alors déjà, ce n'est pas du tout lié à l'épuisement des réserves. L'état des réserves n'entre pas en compte dans la formation des prix du pétrole, sauf si ça commence à entraîner des contraintes en flux. Le prix du pétrole et de plus en plus celui du gaz, qui maintenant devient de plus en plus un marché indépendant de celui du pétrole, dépend de la perception qu'ont les différents acteurs qui parient sur le pétrole. Alors, ce ne sont même pas forcément des acteurs qui achètent physiquement du pétrole, mais aussi des acteurs qui spéculent sur le pétrole, de l'état de la demande, de l'offre, de la situation économique mondiale, etc. Là, par exemple, il y a quelques jours, on a vu une grosse chute du prix du baril. Ce n'est pas parce qu'on a fait des grosses découvertes de pétrole, c'est que les acteurs qui parient sur le pétrole commencent à se dire qu'on se dirige vers une crise économique majeure. Donc, crise économique implique qu'il y aura moins de demande de pétrole. Donc le prix du pétrole diminue. Mais c'est sans lien avec forcément les sous-jacents en termes d'offres. Par contre, si on dézoome un peu, ce qu'on voit, c'est que les investissements dans l'amont, c'est-à-dire extraction, production du pétrole et du gaz, sont relativement faibles depuis des années. En plus, et ils sont faibles aussi parce que les pétroliers ne trouvent plus grand-chose, c'est-à-dire que le rendement des investissements diminue. Il faut investir de plus en plus pour trouver la même chose, ou à investissement constant, on trouve de moins en moins. Donc, les pétroliers investissent de moins en moins. Et par exemple, l'an dernier, on a trouvé moins de 10% de ce qu'on a extrait en pétrole plus gaz. Et en fait, cette faiblesse des découvertes est chronique depuis des années. Donc, on s'attend à un choc pétrolier majeur dans les prochaines années. Et ça, ce n'est pas nouveau. Total s'est déjà exprimé sur la question. L'Agence internationale de l'énergie aussi, le gouvernement saoudien. Il y a quand même beaucoup d'acteurs du pétrole maintenant qui le reconnaissent depuis quelques années. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous frappera après la crise du gaz. Alors, on a vu effectivement le prix du pétrole commencer à augmenter récemment, mais on n'est pas encore dans le dur du sujet sur le pétrole. C'est aussi pour ça que la crise a peut-être considérée comme durable, en fait. Merci Maxence et Jean-François. Je vous arrête pour passer au prochain thème. S'il reste un peu de temps, à la fin, on pourra revenir sur des questions. Alors, c'est parti pour le troisième thème, situation énergétique en Europe à court terme d'ici 1 à 2 ans. Je vais vous lancer une première question. Pour tous ceux qui viennent de se connecter, regardez dans la barre de chat. Jean-François, est-ce que vous pouvez renvoyer le lien Klaxoon? Vous cliquez sur le lien, vous entrez un pseudonyme et vous pouvez rentrer dans l'interface Klaxoon. Alors, la question est la suivante, je vous la lance. Actuellement, dans votre quotidien, de quelle manière êtes-vous impacté par la crise énergétique? Vos factures d'énergie personnelle augmentent. Vous êtes en situation de précarité énergétique. Votre activité professionnelle est remise en question par la crise énergétique.
Vous constatez une perte de pouvoir d'achat généralisée ou alors vous ne vous sentez pas du tout impacté par la crise énergétique dans votre vie au quotidien. Vous avez bien sûr plusieurs possibilités. Allez-y. Je clôture dans 5 secondes. Il reste 22 personnes, allez-y. Allez, faites vos choix. Je clôture. Hop. Alors, sur 43 votants, nous avons facture d'énergie personnelle qui augmente un tiers qui l'ont constaté. C'est énorme. 30% des personnes constatent que leur activité professionnelle est remise en question par la crise énergétique dans le panel. 60% de perte de pouvoir d'achat généralisée dans le panel. Et nous n'avons que 20% des personnes qui ne se sentent pas impactées par la crise énergétique dans leur vie au quotidien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Je vais juste vous en envoyer une deuxième, donc ne quittez pas votre interface. Et cette question, donc je vous la lance, vous allez pouvoir la voir, est la suivante. Si vous étiez aux commandes, quelle solution envisageriez-vous pour sortir de cette crise énergétique? Baisser les taxes sur l'énergie. Donc, vous avez plusieurs choix. Quand je le dis, cochez en même temps, comme ça, on n'aura pas de perte en ligne. Mettre en place des mesures de rationnement de l'énergie. Lancer un nouveau programme nucléaire. Accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Développer la flexibilité du système électrique. Stockage, flexibilité de la demande. Laisser le marché de l'énergie gérer la réduction de la demande par l'augmentation des prix. Et mettre en place des aides de type chèque énergie pour aider les foyers les moins aisés. Vous avez plusieurs possibilités, autant que vous voulez. Allez-y, il me reste 20 personnes, s'il vous plaît, faites vos choix, qu'on ait le maximum de réponses possibles. Allez, je clôture dans 3 secondes. C'est parti, j'arrête. Alors, sur à peu près 50 personnes ayant voté, donc 10% sur la baisse de taxes de l'énergie, 70% sur la mise en place des mesures de rationnement d'énergie, 85% lancer un programme nucléaire, 77% accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à peu près pareil, 75% développer la flexibilité du système électrique, 4% pour laisser le marché de l'énergie gérer la réduction de la demande par l'augmentation du prix. Et les aides, plus de la moitié des personnes ont répondu également en faveur des aides. Donc, Maxence, vous avez vu les résultats et je vous laisse la parole pour 5 minutes. Oui, alors le problème de la crise énergétique actuelle, donc là, le prix du gaz s'envole, le prix du gaz entraîne aussi un envol du prix de l'électricité. Donc, c'est quelque chose qui entraîne en Europe à la fois une progression de la précarité énergétique. Alors, en France, on est, au niveau des particuliers, on est relativement protégé du fait du gel du prix de l'électricité et du gel du prix du gaz. Par contre, d'autres pays, par exemple la Belgique, l'Espagne, etc., sont davantage affectés et les foyers peuvent avoir des factures qui augmentent de plus de 1 000 € par an, donc c'est-à-dire une centaine d'euros par mois en termes de factures énergétiques. Donc, à la fois une progression de la précarité énergétique, des faillites industrielles. Et donc, effectivement, plusieurs personnes ont dit penser que leur activité était menacée par la crise énergétique. Et c'est une réalité pour pas mal d'entreprises parce que, par exemple, dans la métallurgie, dans la papeterie, dans la production d'engrais, l'envol du prix du gaz affecte directement la rentabilité de certaines activités. Donc, on a des réductions d'activité, voire des faillites d'entreprises qui risquent de mettre des gens au chômage qui, après, consommeront aussi moins d'énergie. Donc, on va avoir comme ça une destruction de demande si on ne fait rien sur le marché. Ça, c'est ce qui se passe d'ores et déjà actuellement. Troisième chose qui se passe d'ores et déjà actuellement, il y a une inflation qu'on constate un peu partout et qui peut entraîner tout un tas de conséquences. Alors là, par exemple, il y a quelques jours, c'était les salariés d'Equinor, le pétrolier norvégien, qui manifestaient et qui ont failli bloquer les exportations gazières norvégiennes vers l'Europe pour protester contre les effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Donc, il y a vraiment des conséquences comme ça en chaîne qu'on peut avoir.
si on laisse le marché gérer, en fait, les économies, on les fera, mais on les fera via de la pauvreté, d'une manière ou d'une autre. Après, on peut essayer de faire les économies différemment. Et là, c'est là que le rôle du politique entre en compte pour décider quelles sont les activités qui nous semblent les plus importantes. Et pour préserver ces activités, sur quoi est-ce qu'on est prêt à faire des efforts? Par exemple, il y a quelques semaines, la régie de transport madrilène a annoncé réduire de 10% la fréquence de ses trains parce que sa facture électrique est passée de 120 000 € par jour à 800 000 € par jour. Si on laisse les régies de transport en commun réduire leur offre parce qu'elles ne sont plus capables de payer les factures, en fait, on va avoir plus de voitures sur les routes et on va aggraver la crise. Donc, il y a vraiment un rôle du politique pour arbitrer et dire, bon, bah, voilà, on va faire des économies là-dessus pour pouvoir assurer la sécurité énergétique. Et ça, ce sera aussi un vrai problème pour l'hiver prochain. Actuellement, c'est juste, entre guillemets, un problème économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de payer, vous avez du gaz et de l'électricité. L'hiver prochain, même ça, c'est moins sûr. Et aussi faire dégonfler les prix de l'électricité et du gaz en faisant dégonfler la demande. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la réduction des taxes et le gel des prix, en fait, c'est quelque chose d'assez dangereux et qui, à mon sens, est contre-productif parce que ça soulage à court terme les ménages. Mais par contre, sur le gaz, le prix du gaz doit être payé. C'est-à-dire que, par exemple, en France, Engie achète son gaz cher à l'étranger, le vend pas cher à ses clients et l'État abonde sa trésorerie pour compléter l'écart. Donc, cette facture-là, à un moment, il faudra la payer. Et si on ne laisse pas le prix du gaz augmenter, en fait, on enlève toute incitation à la population pour faire des économies d'énergie. Donc, à mon sens, et là c'est une opinion assez personnelle, il faudrait mieux laisser le prix de l'énergie augmenter, surtout sur le gaz, quitte à mettre des chèques énergie progressifs pour aider les gens à payer leurs factures. C'est-à-dire que vous voyez vos factures augmenter, vous avez une incitation à moins consommer, à baisser la température de chauffage, à augmenter la température de clim, etc. Et pour les foyers les plus modestes, vous avez en parallèle des chèques énergie. Donc, si vous arrivez à faire des économies, vous pouvez faire une marge sur votre chèque énergie. Donc, il y a vraiment cette incitation à faire les économies. Sur l'électricité, la question se pose de façon un peu différente. À la fois, il est important, et donc là, il n'y a pas de réponse binaire, en fait. À la fois, il est important de faire bénéficier les différents acteurs particuliers et industriels de la faiblesse des coûts de production, notamment en France où la production est bas carbone et donc largement indépendante du prix du gaz. Et d'un autre côté, il faut quand même que là aussi, les consommateurs aient une incitation à réduire leur demande parce que les capacités marginales de production d'électricité sont des centrales à gaz, à la fois en France et en Europe, parce que tout est interconnecté. Et donc, si on réduit notre consommation d'électricité, on réduit aussi notre consommation de gaz. Ça nous permet de reconstituer les stocks pour l'hiver prochain. Ça permet de faire dégonfler aussi les prix du gaz. Donc, même l'électricité, il y a un intérêt à inciter la population à faire des économies. Donc, pour l'électricité, ce n'est pas binaire. À la fois, il faut faire attention à ce que les prix ne s'envolent pas, mais une augmentation des prix moyennant une compensation pour les foyers les plus modestes reste aussi pertinente. C'est pas binaire. Merci Maxence. Larissa, je vous laisse la parole pour les questions. Oui, merci. Alors Maxence, il y a plusieurs des spectateurs qui sont tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. Notamment, ils se demandent de quelle manière il serait possible de décorréler justement le prix du gaz et le prix de l'électricité. Alors, je pense qu'il ne faut pas forcément décorréler le prix du gaz et de l'électricité sur les marchés. Le marché de l'électricité fonctionne bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il permet d'aller chercher la capacité marginale, c'est-à-dire la dernière capacité appelée la moins chère en Europe. Là où il y a un problème, c'est qu'il ne faut pas que les consommateurs s'approvisionnent principalement à prix de marché. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faudrait réduire le rôle du marché, avoir des tarifs réglementés pour toutes les énergies bas carbone, c'est-à-dire nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, etc. Et après, le complément que vous n'avez pas avec les énergies bas carbone, bah là, vous l'achetez au prix de marché. Mais admettons, par exemple, que, je dis une bêtise, mais 90% de votre fourniture soit couvert par des tarifs régulés qui représentent le coût de production de votre parc bas carbone et que vous ayez besoin d'acheter 10% à 400 € le mégawattheure, donc un prix très élevé en complément marché, bah finalement, vos 10% à 400 € le mégawattheure, ils sont noyés dans le reste. Et donc, vous payez globalement votre électricité pas très cher. Donc, à mon sens, ce n'est pas tant un problème de marché de l'électricité qu'un problème de régulation
pour faire bénéficier le consommateur à la fois particulier et industriel de la faiblesse des coûts de production, qui est d'autant plus importante qu'un État dispose d'un large parc de production bas carbone. Et ces tarifs réglementés doivent à la fois permettre aux producteurs de couvrir ses coûts et d'investir dans le renouvellement de son parc, et permettre aux consommateurs particuliers et industriels d'avoir des coûts qui soient raisonnables. Donc pour moi, c'est plus une question de régulation qu'une question de marché. D'accord. Sur le même thème, on a une seconde question qui serait de savoir si la sobriété peut s'inscrire comme une solution à long terme. Alors oui, de toute façon, la sobriété pour atteindre nos objectifs climatiques et nous sevrer des fossiles, la sobriété est tout à fait indispensable à court, moyen et long terme, parce que de toute façon, toutes les solutions alternatives qu'on a aux fossiles n'ont pas le potentiel de remplacer les combustibles fossiles. Pour prendre des exemples un peu extrêmes, mais on ne fera pas voler des avions long courrier dans leurs proportions actuelles avec des alternatives bas carbone. Donc, faire voler quelques avions avec ce qu'on appelle les carburants aviation durables, donc qui sont faits à partir d'huile usagée, de résidus agricoles, etc., on peut faire, mais pas dans l'ampleur du trafic aérien actuel. Et ça, c'est valable pour plein de choses, même le véhicule électrique, en fait, qui est l'une des solutions, pas la solution, l'une des solutions pour décarboner la mobilité légère, ne pourra pas se substituer à l'entièreté du parc de véhicules thermiques, parce qu'on va faire face à un certain nombre de contraintes, notamment en flux sur les métaux nécessaires pour les véhicules électriques. Donc, il y aura besoin de sobriété. Et c'est encore plus vrai à court terme, parce que là, pour faire face à la crise énergétique actuelle qui nous frappe aujourd'hui, qui crée de la pauvreté, des faillites d'entreprises et qui menace vraiment notre approvisionnement énergétique cet hiver, la sobriété, c'est à peu près le seul levier qu'on puisse activer. On ne va pas construire des réacteurs nucléaires en moins d'1 an. La seule chose qu'on puisse faire, et encore c'est très compliqué, ce serait de ne pas arrêter les réacteurs que la Belgique et l'Allemagne prévoient d'arrêter, mais il n'y a même pas de volonté politique en ce sens d'ailleurs. Pour des énergies renouvelables, même si les délais de construction sont plus faibles, on ne va pas les construire en 6 mois non plus. L'efficacité, c'est pareil, on ne fera pas des progrès significatifs en 6 mois, on ne va pas isoler plein de bâtiments en 6 mois. Donc en gros, le seul levier sur lequel on puisse vraiment jouer en 6 mois, c'est de la sobriété, pour ne pas dire du rationnement, c'est-à-dire on arrête les panneaux publicitaires écrans, on interdit dans tous les magasins, dans tous les bâtiments tertiaires, de climatiser à moins de 25-26 degrés, par exemple, et on va faire des contrôles pour s'assurer que ce soit respecté. On sensibilise la population, on explique les enjeux, on explique les gestes à faire, etc. Et à court terme, c'est à peu près, quand je dis court terme, c'est 1-2 ans, c'est à peu près le seul levier sur lequel on puisse jouer. On prend une dernière question, Larissa. Super. Justement, je vais rebondir. Vous avez évoqué l'Allemagne et ses centrales nucléaires. Il y a une question qui est arrivée qui demande si jamais l'Allemagne avait l'envie de ne plus sortir du nucléaire, serait-elle en capacité, justement, avec son parc actuel, de remettre en service ces centrales et d'avoir une énergie bas carbone? Oui, tant que le réacteur n'est pas arrêté, il peut être prolongé. D'ailleurs, la Belgique a prolongé son parc il y a une dizaine d'années un peu en urgence. Alors, ça a été compliqué, ça a causé plein de problèmes à Engie Electrabel parce qu'ils ont dû faire tout un peu en urgence. C'est d'ailleurs pour ça que là, ils avaient mis la pression sur le gouvernement belge pour leur dire, bon, si vous voulez prolonger, il n'y a pas de souci. Par contre, vous nous le dites en avance, on ne prolongera pas au dernier moment comme vous nous l'avez fait faire la dernière fois. Donc, en Allemagne, ce serait possible. Par contre, plus on attend, plus c'est compliqué et moins ce sera optimal. C'est-à-dire que si on attend le dernier moment pour prolonger, on peut tout à fait s'attendre à avoir des réacteurs qui soient à l'arrêt plusieurs mois, voire plus d'1 an, parce qu'il y a des pièces à changer qui n'ont pas été commandées, parce qu'il y a des études qui n'ont pas été faites, le combustible qui n'a pas été commandé, donc il faut le temps de le commander et de le fabriquer. Donc, plus on attend, plus c'est compliqué. Après, tant que le réacteur n'est pas arrêté et les décrets d'exploitation abrogés, techniquement, c'est faisable. Après, c'est plus une question à la fois politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique forte pour le faire? Industriel, est-ce que l'industriel a confiance dans le politique qui lui demande de prolonger? Est-ce qu'on lui propose une prolongation suffisamment longue pour justifier les investissements? Et voilà. Après, dans le cas de l'Allemagne, quand au lendemain de la guerre,
un certain nombre d'acteurs avaient demandé à prolonger le parc nucléaire. Alors, il reste 3 réacteurs, un exploité par RWE, un par ENBW et un par E.ON. Le jour même, les 3 avaient dit non, de toute façon, maintenant, on nous a dit qu'on sortait, on sort, c'est non négociable. Le lendemain, donc RWE était toujours sur la même position, mais ENBW et E.ON ont publié un autre communiqué disant, bon, réflexion faite, la situation est quand même différente, là maintenant on est en guerre, donc s'il y a une volonté politique claire et ferme de vouloir prolonger les réacteurs nucléaires, on est prêt à discuter. Donc, ces 2 entreprises-là étaient ouvertes. RWE est resté sur sa position d'avant. Donc, il y avait une certaine ouverture. Après, ça, c'était fin février, début mars. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de volonté en Allemagne. Donc, en fait, le principal frein, celui qui conditionne tous les autres, c'est la volonté politique. Merci Maxence. Allez, on va passer au 4e thème. Pour ceux qui viennent d'arriver, cliquez dans le lien de la barre de chat pour arriver sur l'interface Klaxoon. Jean-François, si vous pouvez mettre le lien. Alors, thème 4, situation énergétique en Europe à plus long terme. Alors, on va commencer par, là, ce n'est pas une question, on va faire un nuage de mots. C'est-à-dire que vous allez écrire un mot ou plusieurs mots, mais si vous écrivez plusieurs mots, vous les écrivez tout attachés. Un exemple, adhérer à Win, vous l'écrivez tout attaché. Et je vais vous lancer la question qui est la suivante. À votre avis, à quoi ressemblerait un monde sans énergie fossile? Et on va voir vos mots apparaître à l'écran. Allez-y, un mot ou plusieurs mots, mais tout attachés, s'il vous plaît. On ne peut pas voir qui dit le mot. Lancez-vous. Sobre, plus de sobriété, plus de tâches manuelles, air pur, simple, nucléaire, plus lent, crise sociale, j'ai vu, énergie bas carbone, guerre, rupture, chasseur-cueilleur, préhistoire, tension locale. Alors, je vais arrêter dans 3 secondes pour essayer de finir, pour avoir ma capture. Hop, voilà. Vous pouvez arrêter. Alors, sobriété, flexibilité, guerre, simple, propre. Quand les mots ressortent en gros, c'est qu'ils sont ressortis plusieurs fois, Maxence. Vous avez flexibilité, guerre, simple, sobre, nucléaire, sobriété, agricole, crise sociale, impossible. Il y a impossible. Merci beaucoup. Je clôture cette question. Ça donne des idées, Maxence. Et je vais vous relancer une autre question. Je regardais juste réparer et former les citoyens. Il y avait aussi. Merci pour votre participation. Et là, je vais vous lancer une deuxième question qui est un peu plus orientée, qui est la suivante. Je vous la lance, je vous la dicte à l'oral. À votre avis, à quoi ressemblerait un monde sans énergie fossile? Nos modes de consommation et de vie seraient globalement inchangés pour la population, mais les technologies seraient différentes et bas carbone. Ou alors, nos modes de consommation et de vie seraient partiellement différents, ou alors, nos modes de consommation et de vie seraient significativement différents de ceux d'aujourd'hui. Voilà, c'est globalement différent, partiellement, significativement différent. Je vous laisse répondre. Allez-y, il n'y a qu'un choix à faire. Je clôture dans 5 secondes. Allez-y pour les 20 personnes restantes, faites juste un choix. Allez, je clôture. Alors, on a 83%, donc la majorité, qui précise « Nos modes de consommation et de vie seraient significativement différents ». On a 14% de personnes qui pensent que ce serait partiellement différent, donc légèrement. Et je pense que ça fait une personne qui pense que du coup, ce serait globalement inchangé. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et Maxence, je vous laisse la parole. C'est parti pour 5 minutes. Merci beaucoup. C'était assez intéressant finalement le nuage de mots. Oui. Je ne pensais pas que ce serait forcément ces mots-là qui sortiraient. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Alors, guerre, c'est effectivement un risque. Et j'aurais envie de dire surtout si on subit la sortie des fossiles. Et malheureusement, c'est ce que je crains un peu. C'est ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas au fur et à mesure alors, à la fois de l'épuisement de
de certaines réserves, du déclin de certaines productions et d'éléments géopolitiques, on a un sevrage forcé qui se fait par le marché, de la pauvreté qui émerge. Et ça crée pas mal d'instabilité en chaîne. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, l'envol du prix du gaz entraîne un envol des prix de l'engrais, parce que l'engrais, on fait partie d'ammoniac, on fait partie d'hydrogène, qu'on fait partir de gaz. L'envol du prix de l'engrais entraîne un envol du prix des céréales qui commence à créer des crises alimentaires de par le monde. Pareil, l'envol du prix du gaz nous embête en Europe, mais par contre, dans certains pays, comme par exemple au Pakistan, c'est assez dramatique. C'est vraiment des coupures. Le Pakistan n'arrive plus à acheter du gaz. Et donc, c'est une coupure d'énergie assez radicale. Et donc, tout ça, ça va entraîner de l'instabilité géopolitique, une dégradation du contexte sécuritaire, et il faut s'attendre à voir des groupes terroristes émerger, à voir des flux migratoires s'enclencher, et donc tout ça, effectivement, ça peut mener à des guerres. Tout l'enjeu, à mon sens, dans la planification de la sortie des fossiles, c'est d'éviter ça, c'est-à-dire réussir à se sevrer de façon organisée et volontaire, alors ce qui est difficile, je ne dis pas du tout que c'est facile, des combustibles fossiles avant de devoir le subir comme ça par le marché. Ça permettra à la fois de préserver le plus possible les combustibles fossiles et d'éviter de se retrouver poussé à ces extrémités-là. Après, pour pouvoir sortir des combustibles fossiles, il ne faut pas imaginer que la technologie va suffire à répondre à tout. Évidemment, il y aura pas mal de travail d'ingénierie pour comprendre le problème, pour concevoir de nouveaux systèmes, pour optimiser des systèmes. Typiquement, la voiture électrique, adapter les motorisations d'avions et concevoir ce qu'on appelle les carburants aviation durable, etc. Améliorer les procédés pour faire de l'hydrogène, améliorer la performance énergétique des bâtiments, etc., etc. Mais il y a surtout, à mon sens, vraiment le besoin d'impliquer la population pour qu'elle comprenne les enjeux, à la fois climatiques et d'épuisement des combustibles fossiles, qu'elle comprenne en quoi ça va affecter son mode de vie et qu'elle comprenne que l'enjeu de la décarbonation et de la transition, ce n'est pas d'embêter les gens, mais au contraire d'anticiper pour préserver au maximum le cœur des services rendus par les combustibles fossiles face à une contrainte qu'on n'a pas choisie, qui est l'épuisement des combustibles fossiles et le changement climatique. Et donc, en entraînant la population comme ça, après, on pourra discuter, une fois que le problème sera bien posé, des méthodes à actionner. Et nos modes de consommation vont devoir changer significativement. C'est-à-dire qu'il va falloir consommer moins, mieux, davantage réparer, davantage recycler, etc. Donc, dit différemment, le pouvoir d'achat, d'une certaine manière, va diminuer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer d'iPhone tous les ans, avoir 15 appareils numériques connectés, partir à l'autre bout du monde en vacances tous les ans, etc. Il va y avoir des efforts à faire. Par contre, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que ces évolutions-là soient les plus concertées possibles pour qu'elles soient le moins vécues comme des privations. C'est-à-dire préserver la capacité de s'informer, préserver la capacité de se déplacer pour ce qui nous semble important, quitte à faire des efforts pour réduire les besoins de déplacement pour ce qui nous semble moins important. Donc, il y a une réunion d'une heure à l'autre bout de la France, je n'y vais pas, je fais du télétravail. Donc là, ce n'est pas un gros sacrifice pour moi de faire du télétravail pour faire cette réunion-là. Par contre, pour aller en vacances, je vais aller à l'autre bout de la France. Donc, vraiment recentrer un peu ça et faire évoluer la demande pour préserver ce qui est important. Mais pour que la population accepte ces changements d'habitude, je pense que l'une des clés, c'est qu'elle comprenne bien les enjeux avant. On n'accepte pas de faire des efforts ou on n'accepte pas des solutions, que ce soit les éoliennes qu'on peut critiquer parce que certains trouvent ça moche ou les réacteurs nucléaires que certains peuvent critiquer parce qu'ils trouvent ça dangereux, si on n'en voit pas l'intérêt. Et donc, pour que les gens puissent comprendre l'intérêt d'une éolienne, d'un réacteur nucléaire, d'une centrale à biogaz, etc., il faut qu'ils comprennent le problème qu'il y a derrière. Merci Maxence. Jean-François, je vous laisse la parole. 5 minutes de questions. Oui, merci beaucoup. Alors, pas mal de questions effectivement qui sont arrivées là par rapport à cette partie et donc la projection à plus long terme. Il y a une question notamment qui concerne le taux de retour énergétique. Dans un monde où justement on va devoir apprendre à vivre avec moins de fossiles, donc des ressources énergétiques pour lesquelles il va falloir dépenser plus d'énergie globalement pour les extraire et pour en retirer justement une énergie utile. Est-ce que on va pas tendre vers finalement un système global où le taux de retour énergétique sera de quasiment 1 pour 1
Et sinon, en tout cas, comment éviter cette situation, sur quelle solution peut-être technique s'appuyer? Alors, qu'on veuille, qu'on décarbone volontairement ou qu'on décarbone de façon subite, de toute façon, la flèche du temps nous conduit vers un taux de retour énergétique déclinant. Alors, on le constate expérimentalement et c'est assez logique, c'est-à-dire que vous allez chercher les énergies les plus faciles d'accès d'abord et puis après, vous allez de plus en plus loin. On le voit sur le pétrole, le taux de retour énergétique du pétrole au début du XXe siècle, c'était de 1000 pour 1 à peu près. Donc, vous investissiez un baril de pétrole pour en récupérer 1000. Ceux qui ont vu le film There Will Be Blood, qui est sur l'histoire du pétrole aux États-Unis, qui est assez bien fait, c'était le prospecteur qui allait avec sa chemise et ses bretelles et sa baramine au milieu de la Pennsylvanie. Il prospectait. Quand il avait de la chance, il trouvait du pétrole qui était à peine à quelques mètres sous terre. C'était hyper facile à aller chercher. Après, on allait le chercher plus profondément, en mer, pas très profondément, puis en mer profondément. Maintenant, c'est de l'offshore ultra profond, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres sous de l'eau puis de la terre. Donc des pétroles qui sont assez extrêmes, et le taux de retour énergétique, c'est-à-dire l'énergie qu'on récupère par rapport à l'énergie qu'on a dû investir pour la récupérer, ne fait que diminuer. Il y a une dizaine d'années, le taux de retour énergétique moyen du pétrole conventionnel mondial était de 20 pour 1. Et les pétroles non conventionnels ont des taux de retour énergétique encore plus faibles parce que, par exemple, si on prend les sables bitumineux canadiens, c'est même pas du pétrole, en fait, c'est du bitume, donc un truc solide qu'il faut transformer en pétrole. Donc, c'est même pas du pétrole dans ce cas-là qu'on extrait. Donc oui, il va y avoir un déclin de ce taux de retour énergétique et c'est aussi pour ça qu'on va devoir faire preuve de sobriété, c'est-à-dire que face à un déclin du taux de retour énergétique, si on veut maintenir la consommation énergétique constante, il faut aller chercher sans cesse plus d'énergie, ce qui est de plus en plus compliqué. Donc, c'est l'un des arguments, pas le seul, pour lesquels il va de toute façon falloir faire des économies. Jean-François, il vous reste à peu près 3 minutes. Alors, soit deux questions et vous répondez rapidement, soit une et une réponse plus longue. Je vais faire vite. Très bien, alors on va faire une question là encore un petit peu sur le prix. Alors là, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie, mais dans le prix de l'électricité en Europe, qui est aujourd'hui un peu calé sur la dernière unité appelée pour le prix du marché, et donc souvent des centrales à gaz. Est-ce que ce mode de calcul dans la situation actuelle peut être amené à être challengé? Oui, il peut amener à challenger. C'est une demande émise assez fortement par certains pays européens. Je pense à l'Espagne, à la France, il doit y en avoir d'autres. Donc, il est possible effectivement qu'on revienne sur la façon dont le prix de marché est déterminé pour l'électricité en Europe. Après, ce sera un débat long, compliqué. Tous les États n'ont pas forcément la même vision. Donc, le sujet est sur la table. Maintenant, il va falloir voir comment il sera traité. Très bien, merci. Et je pense qu'on a le temps. Une dernière rapide, on peut. Voilà, une dernière question très rapide, c'était par rapport à la balance commerciale de l'Allemagne qui a été négative pour la première fois depuis 1991, il nous semble. Est-ce qu'il y a un lien donc direct avec la crise énergétique et est-ce que cette situation est amenée à durer? Donc la balance commerciale risque-t-elle de rester négative pour l'Allemagne sur la période à venir? Je pense que oui. Oui, il y a un lien avec la crise énergétique actuelle et oui, je pense que ça va durer parce que quand on est très dépendant des fossiles et que le prix des fossiles s'envole, vous devez acheter beaucoup plus. Donc, ça s'entraîne en envol de ce que l'Allemagne doit payer pour s'approvisionner en gaz et en charbon parce que l'Allemagne extrait le lignite, charbon brun chez elle. Par contre, elle importe la houille, le charbon noir. Et le prix du charbon a aussi augmenté. En outre, pour faire de l'industrie, il faut quand même des matériaux. Le prix des matériaux s'est envolé pour différentes raisons, mais parmi elles aussi l'envol du prix de l'énergie. Et en plus de ça, tout ça réduit aussi l'activité industrielle parce que quand vous avez des industries qui ne peuvent plus payer leurs factures énergétiques, réduisent leur production, elles ont moins de clients, etc. Donc, vous produisez moins, vous exportez moins et vous achetez plus. Donc, oui, a priori, ça va durer. Et peut-être juste pour compléter là-dessus, il y aura vraiment un enjeu en France dans les prochaines années quand il va falloir renégocier au niveau européen notre régulation de l'électricité, s'assurer que nos industriels puissent bénéficier de la faiblesse des coûts de notre parc de production électrique, parce que ça, ce sera un enjeu à la fois de compétitivité, mais j'irais même jusqu'à dire de survie pour nos industriels.
Merci beaucoup, Maxence. Larissa, je vous laisse la parole pour une petite conclusion. Oui, je vous remercie. Alors, pour conclure assez brièvement, on l'a évoqué, hein, cette crise politique, finalement, on l'a bien compris, elle a été un exhausteur pour la crise énergétique. La crise énergétique, donc, qui va nécessiter une transition énergétique pour laquelle on a tous conscience, qui s'appuie sur deux facteurs principaux, hein, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'appauvrissement des ressources. Aujourd'hui, on compte un troisième facteur, donc le facteur géopolitique avec cette crise qui est en train d'émerger, notamment dû au fait que l'Europe n'a pas les ressources nécessaires pour subvenir à sa propre demande. Donc, je nous quitte sur un message d'espoir en espérant simplement que cette crise permettra aux populations contemporaines de développer de nouvelles méthodologies de gestion, de production d'énergie qui seront plus en cohérence avec la réalité. Merci, Larissa. Merci. Alors, ne partez pas, c'est pas fini, s'il vous plaît. Je vais vous lancer une dernière activité, promis, après j'arrête, je vous la lance et je vous la dis à l'oral. C'est-à-dire que vous pouvez noter ce webinaire, à savoir si vous avez apprécié cet événement. Donc, 5 étoiles, c'est que vous avez adoré. Et juste en dessous des étoiles, vous pouvez laisser un commentaire, donc soit pour des choses que vous auriez voulu voir ou de l'amélioration, et des commentaires positifs, nous aimons bien aussi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en faire la promotion sur les réseaux sociaux avec les @winfrance et @Maxence Cordier. Je ne vais pas clôturer exprès le feedback, comme ça vous pouvez prendre le temps d'écrire des commentaires. Et je vais bien évidemment passer aux remerciements. Donc tout d'abord, je vous remercie, cher public, d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir interagi avec nous. Je voudrais souligner que ce webinaire, c'est le fruit d'un travail en équipe, c'est-à-dire que nous sommes tous bénévoles, nous avons tous pris sur notre temps personnel pour le faire. Et je remercie vivement l'association Women in Nuclear, donc l'équipe communication, Andrea, Patricia, Jean-François, Cécile, l'équipe logistique, Anne-Marie, Marie-Jo, Larissa, le bureau Île-de-France, Samara, Lorraine et bien évidemment notre présidente Isabelle. Je remercie sincèrement la Jeune Génération, Yabene Benoît et plus particulièrement Youssef Fargani pour la réalisation de l'affiche que vous voyez, l'affiche du webinaire. Je remercie l'excellent duo de modérateurs Larissa Noudem et Jean-François Cantel avec lesquels nous avons organisé ce webinaire avec Maxence. Un énorme merci aux équipes Klaxoon pour l'extension de ma licence aujourd'hui et pour tout le soutien apporté. Vous en avez eu un aperçu de l'outil, on peut l'utiliser aussi en management visuel, en animation d'équipe. C'est un outil formidable et non, je n'ai pas de pourcentage sur les licences Klaxoon, je suis juste une big fan. Je remercie, le meilleur pour la fin, bien sûr, Maxence Cordier d'avoir pris de son temps pour la préparation du webinaire et du coup la réalisation. Je vais juste couper mon écran pour vous montrer parce que je voudrais vous dire 2 mots de son livre qui est absolument génial. Alors, c'est un livre, en fait, c'est 120 pages, mais ce n'est pas 120 pages de texte. Vous allez y trouver énormément d'illustrations. Et de quoi on y parle dans ce livre? Eh bien, c'est très simple avec le sommaire. On y parle d'énergie, donc comment on produit de l'énergie. Tu brûles, c'est-à-dire toutes les énergies fossiles, leur consommation, leur production, leur impact très néfaste sur le climat. Vous y retrouverez également un point sur l'électricité, comment on la produit, la transition, comment ça fait mal, c'est-à-dire comment on sort des énergies fossiles pour passer à des énergies bas carbone. Vous y retrouvez l'énergie renouvelable, le nucléaire. Et à la fin, vous allez trouver un point. Et moi, dans tout ça, c'est un petit aussi auto-questionnement pour savoir quel type d'énergivore vous êtes. C'est un livre extrêmement bien fait. Je voudrais vous montrer justement une illustration. Donc là, c'est pour expliquer, vous voyez, 24 heures d'énergie d'électricité dans le monde. Vous y retrouverez des indicateurs, des explications très bien faites. Il y a une rubrique, alors moi que j'adore à titre personnel, c'est un encadré bleu que vous voyez ici. Ça s'appelle « C'est facile à comprendre » et en fait, c'est super bien. Maxence y explique un sujet extrêmement complexe de manière simplifiée et vous voyez, ça tire dans un encadré bleu. Extrêmement bien fait. Je voudrais vous montrer des doubles pages comme ça. Donc là, vous ne voyez peut-être pas bien l'écran, mais c'est qui produit le charbon dans le monde et qui le consomme. Vous retrouverez la même chose pour le gaz, pour le pétrole. Enfin, voilà, c'est un livre extrêmement bien fait qui se lit super facilement, que je vous invite à vous procurer. Vraiment, Maxence, c'est du super boulot. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Maxence Cordier publie régulièrement des articles traitant des liens entre énergie, changement climatique, écologie sur Twitter
et LinkedIn. Donc, si vous ne l'avez pas en contact, je vous invite à le suivre. Et là, c'est plus à titre personnel. Maxence, pour moi, c'était un véritable plaisir de préparer ce webinaire avec vous. C'est une superbe rencontre et j'espère vous voir prochainement, et cette fois-ci dans la vraie vie. C'est un plaisir partagé. Merci. Merci Si vous beaucoup. voulez ajouter un petit mot, Maxence, revenir sur un point, on a quelques minutes. Je vous laisse la parole si vous voulez appuyer un point précis. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Peut-être le seul élément, c'est l'urgence à agir. C'est-à-dire que là, on fait face à une crise. On ne peut pas se permettre de prendre 6 mois, réfléchir à d'éventuelles mesures qu'on pourrait prendre. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est ce qui nous profitera ou non cet hiver. Donc, il y a vraiment un intérêt à agir très, très rapidement pour limiter les dégâts, à la fois maintenant d'un point de vue économique et cet hiver, potentiellement aussi d'un point de vue physique, parce qu'on risque des coupures. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre sur la table. Et ça, je pense que chacun a un rôle là-dessus pour mettre ce sujet dans le débat public, pour en parler et pour qu'on s'intéresse enfin aux questions énergétiques. Merci beaucoup. Est-ce que dans le chat, il me reste 3 minutes, est-ce que dans le chat, il y avait une question qui revenait et que vous voulez qu'on pose Jean-François, par exemple, s'il y a une question, mais en 2 minutes. Oui, non, mais là, ailleurs, je pense qu'il y a une question vraiment rapide à répondre. Directe. Quelle serait justement la première mesure à prendre face à cette urgence? Bonne question. Je pense que la première mesure, allez, je vais donner plusieurs premières mesures. Il faudrait déjà sensibiliser la population. On a eu des campagnes anti-tabac organisées par le gouvernement extrêmement efficaces. Pendant le Covid, on a eu une communication aussi qui était très efficace. On a eu, quand le gouvernement se lance dans des communications sur certaines choses, des fois, il arrive à vraiment avoir un impact via des affiches, des clips publicitaires, etc. Là, il faut faire la même chose. 1, pour expliquer le problème aux gens, expliquer la gravité de la situation. Et 2, orienter les actions, pas mobiliser tout le monde pour que les gens éteignent la lumière quand ils quittent une pièce. Parce que si on excite tout le monde pour un résultat qui est nul, ça ne sert à rien. Donc, aussi guider les gens qui ne connaissent pas forcément la question énergétique, qui ne savent pas quelles sont les mesures qui peuvent jouer. Et ensuite, réglementer et faire respecter les réglementations sur le secteur tertiaire, notamment. Donc, mettre des portes sur les frigos dans les magasins, réguler la température de climatisation cet hiver, de chauffage cet été, etc. Le faire respecter. Et c'est aussi ça qui poussera les particuliers à agir. C'est-à-dire que si les particuliers voient qu'il y a vraiment un effort national, que tout le monde est embarqué, qu'on demande des efforts à tout le monde, ça incite à agir. Si on voit qu'il y a des panneaux publicitaires à écran, même si ça ne consomme pas énormément à l'échelle de la France, ça ne donne pas envie d'agir. Si on réduit le chauffage et qu'on a l'impression que l'électricité est gaspillée par ailleurs, ce n'est pas très motivant. Donc vraiment, ne pas sous-estimer aussi cette dimension d'effort national. Merci. Et bien, du coup, on va clôturer. J'ai vu des questions sur l'enregistrement du webinaire. Oui, il est enregistré et oui, nous vous enverrons le lien. Donc ça, il n'y a pas de problème et on le mettra aussi sur les réseaux sociaux. Et bien, du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci, au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous et merci Julia, Larissa et Jean-François. Eh bien, on est bon, Larissa. On va pouvoir clôturer l'enregistrement. Vous pouvez vous déconnecter. Moi, je garde l'équipe organisatrice en ligne.